y a un comité d'accueil qui attend les députés de la CAQ qui terminent bientôt leur première journée de caucus pré-sessionnel à Sherbrooke. Ce sont des travailleurs de 2 syndicats qui représentent les employés du gouvernement qui sont rassemblés. D'un côté, il y a des ministres, des députés de la CAQ qui sont réunis ici à l'hôtel Delta. Et juste en face, à l'extérieur du Delta, eh bien, il y a une 50aine de manifestants. On l'a vu pendant le temps des fêtes. Pendant le temps des fêtes, le gouvernement était beaucoup sur, et avec raison, sur la question des syndicats qui étaient en grève, le Front commun, la FAE. Maintenant, on veut leur rappeler que nous aussi, on veut négocier. Bonjour à tous, bon mardi matin. On a beaucoup parlé de grève, de période d'acceptation des propositions. Fini. Mais il reste d'autres fonctionnaires aussi qui ne se sont pas entendus avec l'État. On parle beaucoup de la FIC, mais il y a aussi les fonctionnaires, ça achoppe sur le télétravail. Effectivement, c'est un point notamment qui est en friction entre le gouvernement et les 55 000 employés parce que le gouvernement veut continuer à dicter les modalités du télétravail. Mais le syndicat considère la situation comme étant inégale à travers la province. Vous voyez sur le tableau, par exemple, on voit que 16 % des fonctionnaires ne font pas de télétravail et 11 % en font à temps plein. Ce qui peut être attribuable à plusieurs causes, comme des postes en région qui n'ont pas de lieu physique de travail. Une situation qui doit changer selon le syndicat de la fonction publique. Le sondage a été répondu à plus de 6 000 personnes sur les 27 000 qu'on représente, donc c'est très significatif. Puis on voit que c'est une application complètement disparate qui se fait. On veut pouvoir donner des règles claires pour tout le monde, puis donner des explications claires. Pourquoi est-ce qu'on permet du télétravail à certains? Pourquoi est-ce qu'on le refuse à d'autres également aussi? Parce que certains peuvent en faire 5 jours semaine, alors que d'autres ne peuvent pas en faire 5 jours semaine. Alors on veut que les règles soient claires, que les règles soient édictées dans la convention collective. Et à ce jour, on n'a eu aucun retour de la part de l'employeur. On n'a pas négocié durant le temps des fêtes. On revient tout juste de recommencer à la table de négociation, mais on espère avoir un retour positif et pouvoir s'entendre rapidement, puis pas avoir à exercer des moyens de pression plus lourds, plus dommageables pour la population. On se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu'il l'était avant ces négociations-là. Oh, que cette déclaration de François Legault soulève les passions depuis hier. En fait, les syndicats de la fonction publique déplorent que Québec tente de leur faire porter l'odieux du déficit budgétaire qui est anticipé à cause des négociations. Il faut dire qu'il reste 17 syndicats qui n'ont toujours pas réglé. La FIC, les fonctionnaires, les professionnels de la Sûreté du Québec, les 2 fédérations de médecins. Écoutez des réactions de syndicats ce matin. On est plus de 120 000 présentement qui n'ont toujours pas fini de négocier, puis il nous fait des menaces au niveau des services publics. La population, elle a demandé d'avoir des bons services publics. C'est la même chose que le Front commun qu'on veut avoir et la FAE. C'est le minimum qu'on va accepter. L'idée n'est pas écartée d'aller en grève. On a des mandats de grève présentement chez les ouvriers. Les fonctionnaires vont peut-être tenir un vote de grève bientôt également aussi si rien ne bouge à la table. Alors nous, on attend un signal qui est clair et fort de la part de l'employeur. À son arrivée au centre de service du ministère des Transports du Québec, la ministre Guilbeault a été accueillie par des syndiqués de la fonction publique et parapublique du Québec venus réclamer notamment de meilleurs salaires pour leurs ouvriers. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose qui bouge présentement. J'aimerais mieux pas avoir à aller en grève. On souhaite toujours la même chose, un règlement et une entente qui va être à la satisfaction des 2 parties. Donc, on continue de travailler. Le SFPQ a déjà déposé des demandes de médiation pour ces 2 grandes unités qui sont concernées par la présente négociation, soit celle des 4 000 ouvriers et celle des 26 000 fonctionnaires. Le premier ministre a donné ses orientations dès le début de la négociation en disant que pour lui, c'est la santé et l'éducation qui priment. Nous, on est encore les négligés à travers les tables de négociation. Bon début de soirée. Sans contrat de travail, les 700 employés de la fonction publique et parapublique en Gaspésie pourraient intensifier leurs moyens de pression jusqu'à la grève générale illimitée. On a voté à l'unanimité d'aller consulter nos membres pour avoir des moyens de pression lourds, pouvoir mener jusqu'à la grève générale illimitée. C'est toujours le 12,7 % qui est offert à aux employés du gouvernement de l'administration publique. Donc, c'est carrément inacceptable. Une bonne nouvelle, il y a une entente entre les fonctionnaires provinciaux et le gouvernement. Je voulais t'en parler en fin de bulletin parce que nouvelle de dernière heure, donc entente de principe entre le SFPQ, donc c'est le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Dans le cas du SFPQ, ça s'est réglé la nuit dernière. L'entente va être présentée vers la fin de la semaine aux délégués, puis ensuite sera soumise à l'ensemble des 27 000 membres. 91 % d'entre eux ont voté en faveur de ce qui deviendra leur nouvelle convention collective. Celle-ci prévoit des augmentations de salaire de plus de 17 % sur 5 ans. L'entente prévoit aussi des primes pour certains fonctionnaires et contient une clause sur le télétravail.
En vertu de la nouvelle convention collective, chaque fonctionnaire qui va demeurer à son poste plus de 3 ans recevra une prime annuelle de 300 $, un forfaitaire annuel qui atteindra 800 $ après 5 ans de loyaux services. Que former un nouvel employé coûte des dizaines de milliers de dollars. Avoir des gens qui sont compétents depuis plusieurs années, ça permet d'avoir des bons services publics. Selon les données du Conseil du Trésor, le taux de roulement pour les employés ayant moins de 5 ans d'expérience était de 50,5 %. Une nouvelle comme ça, à la une du journal, ne trouvez pas que ça donne de l'eau au moulin à cette perception que les fonctionnaires l'ont facile? Ben non, pas du tout, parce qu'on est en retard présentement. À chaque année, l'Institut de la statistique du Québec nous dit que les fonctionnaires pour des corps d'emploi similaires, on est en retard. Les fonctionnaires québécois sont en retard sur l'administration fédérale, municipale et la grande entreprise privée. Le syndicat de la fonction publique du Québec sonne l'alarme. Il estime que la sécurité des résidents des régions plus éloignées est à risque en raison de la pénurie de pilotes. Le service aérien gouvernemental qui fournit les avions et les pilotes à la SOPFEU a besoin de 40 pilotes pour assurer pleinement ses opérations de combat des incendies de forêt. Mais il manque actuellement 6 pilotes, alors que la saison des feux pourrait commencer plus tôt. Et ça inquiète le syndicat qui représente ces pilotes. Du côté du gouvernement, ils vont nous dire que oui, ils ont peut-être des gens en relève qui vont venir, mais c'est comme les chefs d'équipe. C'est comme d'amener Martin Saint-Louis à jouer sur un des trios du Canadien parce qu'il manque de joueurs. Là. C'est pas la meilleure chose, mettons, à faire. Il y a des appareils qui sont cloués au sol également aussi. Puis là, on sait qu'avec le printemps hâtif qui va arriver, les pilotes doivent commencer l'entraînement tout de suite, doivent commencer la formation également. Ça sera pas au rendez-vous, malheureusement. En cas de bris mécanique ou de manque de personnel, le gouvernement recourt à 4 compagnies aériennes privées afin d'effectuer les évacuations médicales. Le 3 janvier dernier, un patient est décédé sur le tarmac de l'aéroport de Val-d'Or parce qu'il y a eu des problèmes avec des équipements médicaux de l'appareil de la compagnie privée, alors que les avions-ambulances du gouvernement n'étaient pas disponibles, faute de pilotes. Il y avait 28 pilotes qui peuvent voler les 2 Challenger et les 2 navettes médicales, 8 de moins qu'en avril dernier, ces derniers ayant quitté pour des lignes commerciales. En avril 2022, ils étaient 43. On n'est pas capable de les garder. Il y a un roulement de personnel qui se fait parce que les conditions de travail sont pas au rendez-vous. Ça n'a aucun sens. Tu as besoin d'un avion médical, ça urge parce que tu as un problème majeur dans un hôpital, que ce soit à Bécomo ou à Rouyn-Noranda. L'avion doit arriver rapidement et non dans 4, 5, 6 heures là, d'attente. Là. Tu peux pas, parce que des fois, c'est la vie des gens qui est en danger. Autre sujet maintenant, une semaine après l'attaque d'un interprète au palais de justice de Longueuil, ceux qui travaillaient dans les palais de justice s'unissent et réclament une meilleure sécurité dans les palais de justice au Québec. Depuis plusieurs années maintenant, à Montréal, on a des arches de sécurité. On fait attention. Mais ça devrait être partout dans tous les palais de justice au Québec, de percer jusqu'à Rouyn-Noranda en passant par Québec, Montréal et Laval. Ce que les 11 syndicats signataires de la lettre veulent, c'est de rendre les palais de justice sécuritaires à long terme avec des installations permanentes. Il y a plus de mesures de sécurité, ça va protéger nos membres, oui, mais l'ensemble des gens qui se présentent dans les palais de justice, comme vous et moi. Ce sont les premiers à qui l'on parle en cas de situation d'urgence. Les préposés qui œuvrent dans les centres d'appel de la Sûreté du Québec dénoncent une importante surcharge de travail. À cela s'ajoute la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des appels de détresse, selon eux. Dans le cadre de la Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence, le syndicat nous révèle des données troublantes. Qui sont vraiment fatigués, qui sont vraiment en détresse psychologique. Bonjour, Sûreté du Québec. Le roulement de personnel dans les centres d'appel de la Sûreté du Québec atteint des sommets inégalés. Depuis 2022, on parle de 43% de taux de roulement, là, c'est exponentiel. C'est du jamais vu, je dirais. Au niveau du roulement du personnel, c'est des chiffres qui sont très inquiétants. C'est plus qu'une personne sur 4 qui a démissionné. Selon les données de la SQ, le nombre de départs de préposés aux télécommunications a augmenté dans les 3 dernières années pour culminer à 171 en 2022-2023. Parmi eux, 105 sont des démissions. On a moins d'expertise ou on a des postes vacants. Les gens qui sont en place ont une surcharge de travail, doivent faire du temps supplémentaire, ce qui coûte plus cher à l'État. Et également aussi, ce qui amène au niveau des nouveaux et des nouvelles qui arrivent, un manque de connaissances fines, un manque de connaissances pointues pour aider bien les policiers à faire leur travail. Québec pose un geste afin de reconnaître l'importance du travail des répartiteurs d'urgence dans les centres d'appel de la Sûreté du Québec et favoriser aussi leur recrutement et leur rétention. Le Conseil du Trésor leur accorde sur une base progressive 12,5 % de plus en considération pour la nature de leur travail. Le salaire d'un agent, ça rapproche le salaire
de ce qu'on voit au privé. Un salaire plus compétitif et une nouvelle appellation d'emploi seront-ils suffisants pour attirer et retenir le personnel? C'est toujours la question, hein? Est-ce que ça va faire en sorte que ça va changer? Tu sais, ça reste, le travail ne changera pas. Le travail va rester un travail qui est difficile. Mais c'est certain que l'arrivée de conditions de travail qui sont adaptées au travail qui est fait par ces gens-là va probablement améliorer l'attractivité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'un travailleur routier ressent quand une voiture passe à toute vitesse à côté de lui? Imaginez devoir travailler sur un chantier de construction à un pas de voiture qui roule rapidement. Et pour vous sensibiliser aux dangers, aux abeurs de ces chantiers, le syndicat de la fonction publique et parapublique a fait appel à la réalité virtuelle et nous sommes allés faire l'expérience. Se faire crier des insultes, être frôlé par un véhicule. Oh, être témoin d'un collègue frappé par un automobiliste. Oh mon Dieu, Léa! En quelques minutes, on vous plonge dans la réalité d'un travailleur de chantier routier. Respecter les corridors de sécurité, respecter les travailleurs de chantier, ralentir, respecter les limites de vitesse. Fait que c'est un peu ça l'objectif. On essaie de sensibiliser les gens avec l'expérience en réalité virtuelle. Sensibiliser et aider à prendre conscience des dangers que côtoient chaque jour ces travailleurs. Comment vous vous êtes senti dans la peau d'un travailleur? Bien, surtout quand, justement, tu sais, j'ai déposé le compte, puis là, j'ai senti une vibration. Puis là, tu vois, le camion qui arrivait, là, c'est vraiment impressionnant. C'est assez stressant, parce que moi, je plaçais un compte. Puis là, j'ai une manie, les autos, ils passent proches. Là, fait que non, c'est assez stressant. Ouais. Ça porte à réfléchir? Oui. Sur nos propres comportements? Oui. 80% des accidents sur les chantiers seraient liés au comportement des automobilistes. C'est la firme québécoise Interlab qui a été mandatée pour reproduire une expérience réaliste. Notre but premier, c'était justement de faire vivre des sensations et que l'automobiliste, dans sa voiture, se souvienne de ces sentiments-là quand il passe dans des chantiers routiers. En 2022, 822 victimes. 814 personnes ont été blessées. 8 personnes sont décédées. C'est près de 1700 accidents dans des zones de travaux sur une période de 3 ans en province. Pour rejoindre davantage d'automobilistes, la campagne de sensibilisation se déplacera dans plusieurs régions cet été. Avec les vacances qui s'en viennent, on va se promener, on va être à Saguenay bientôt, on va faire Trois-Rivières, on va faire Sherbrooke. Donc, on va faire l'ensemble des places, des grandes places au Québec pour aller rencontrer le plus d'automobilistes possible pour les sensibiliser justement à la situation. On va faire également des colloques, des congrès. La seule chose entre ton dash puis nous autres, un bout de plastique orange. Tu t'es même pas arrêté. T'es parti à Champion retrouver ta petite vie. Nous autres, on a la peur au ventre à chaque chiffre. Et dès aujourd'hui, une campagne publicitaire et d'affichage débute pour accentuer le message de sensibilisation. Après la santé, Québec se dote d'une autre agence, cette fois pour tenter d'améliorer l'efficacité des transports. Après les tergiversations au sujet du REM de l'Est de Montréal et du tramway de Québec, le constat est encore plus clair pour Geneviève Guilbeault. Il faut absolument se donner les moyens, comme gouvernement, de pouvoir livrer des projets d'infrastructure, de transport collectif d'envergure. Sa solution? Projet de loi numéro 61. La nouvelle agence Mobilité Infra-Québec. Bravo! Composée d'une 50aine d'experts qui réaliseront ces projets complexes. Parce qu'elle juge que son ministère n'a pas cette capacité. Monsieur Legault, Madame Guilbeault, le gouvernement nous dit qu'on veut couper dans la structure. Pourquoi mettre encore plus de structure? Pourquoi encore ajouter des salaires, des gros salaires? Pourquoi encore ajouter des gens à ce niveau-là? On est capable d'avoir l'expertise à l'interne, il faut juste avoir la volonté politique de le faire. Plus de 300 intervenants d'organismes communautaires à travers tout le Québec sonnent l'alarme. Ils s'inquiètent de la réforme numérique du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale procède à une réforme numérique. À terme, le dossier d'un prestataire pourrait être géré par plusieurs agents. Des intervenants s'inquiètent que des prestataires, en raison d'un manque de suivi, abandonnent les démarches et ne reçoivent plus de prestations. Les gens vont se retrouver du côté du système de santé, ça va nous coûter plus cher, plus de temps d'attente également aussi. Donc, des choses qu'on pourrait éviter. De fortes chances qu'elle tombe 2 à 3 fois sur des personnes différentes, des agents qui sont pas dans son milieu, des gens pour lesquels cette personne-là, qui est en situation de vulnérabilité, souvent devra raconter encore une autre fois sa situation, refaire l'historique de sa situation. Le syndicat assure avoir demandé à plusieurs reprises une rencontre avec la ministre responsable de la Solidarité sociale, sans succès. Nous, on demande de suspendre le projet, même de l'abandonner si c'était possible. On
Autre dossier maintenant, on vous parle des employés de la CNESST qui sont surmenés et qui manquent de ressources pour répondre adéquatement aux besoins de la clientèle. C'est selon l'un des syndicats qui les représente. Il y a beaucoup d'arrêts de travail qui se font de la part de nos membres parce qu'il y a une surcharge de travail énorme. Le syndicat qui a sondé plus de 500 de ses membres constate qu'un répondant sur 2 juge que sa charge de travail a beaucoup augmenté dans la dernière année. 1 sur 5 s'est absenté pour des raisons de santé liées au travail. C'est vraiment un cordonnier mal chaussé à ce moment-là. Pour nous, il faut que l'employeur donne un coup de barre pour redresser les choses et permettre d'avoir un bon service à la population. On a une réforme qui entraîne des conséquences énormes pour les usagers. On ne parle pas des gens qui abusent du système, là, on parle des gens qui sont en véritable détresse, là, qui ne savent pas ce qui va leur arriver, ils perdent leurs revenus. Donc, il y a vraiment une difficulté. On a au-dessus de 500 dossiers présentement en attente d'ouverture. On a plus de 1000 dossiers qui sont en attente de recevoir leur premier paiement. Présentement, il n'y a personne qui peut être appelé quand il laisse un message en dedans de 3 jours. Vraiment, nos gens à l'interne sont surchargés. De retour chez nous maintenant, on va vous parler des employés de la CEPAC qui se sont mobilisés au parc de la chute Montmorency, Marie-Pierre. Tout ça, c'est pour dénoncer leurs conditions de travail. Il faut savoir qu'actuellement, en moyenne, ils sont payés 16,59 $ de l'heure, ce qui est à peine au-dessus du salaire minimum au Québec à 15,75 $. Les employés de la CEPAC représentés par le syndicat de la fonction publique sont sans convention collective depuis janvier dernier, il faut le rappeler. Nos membres trouvent que l'employeur a fait preuve de laxisme dans ce dossier-là. Force de constater que l'employeur n'a pas respecté sa parole. Fait que c'est sûr que nos membres sont déçus et ils veulent que la CEPAC comprenne qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour se faire entendre et obtenir ce qui leur appartient, c'est-à-dire les échelles de salaire et le salaire directement. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec rencontre la population à l'Aquarium de Québec. Alex, le but, c'est de sensibiliser les citoyens aux conditions de travail des employés de la CEPAC. Il faut comprendre que la classification dans la CEPAC, il y a beaucoup d'emplois qui sont similaires, mais qui ne sont pas payés de la même façon. Ça nous met une épine dans le pied pour pouvoir négocier des augmentations salariales. C'est un peu la poule ou l'œuf présentement, ce qui se passe au niveau de la négociation. Donc, l'activité de sensibilisation qui se tient aujourd'hui au Bas-Saint-Laurent a pour but que la population comprenne l'enjeu de la négociation en cours. Les gens sont vraiment surpris parce qu'ils s'attendent tous qu'au niveau du système public, là, on gagne 25, 30, 35 $ de l'heure, tandis que quand on leur dit la moyenne est 16,59 $, ils sont vraiment surpris parce qu'ils savent c'est quoi la qualité des services qui sont offerts. C'est l'un des endroits les plus visités par les touristes dans la région et il ne sera pas accessible aux visiteurs en semaine pour quelques mois. L'établissement n'accueillera donc aucun visiteur en semaine. Une question de sécurité, précise l'administration de l'aquarium, devant l'ampleur des travaux du réaménagement de l'avenue des Hôtels et de la construction d'un nouveau stationnement. Aucune perte d'emploi, aucune réaffectation ne sont prévues. Les employés devront toutefois se préparer à d'importants changements à leur horaire. S'il arrive des problématiques avec les animaux ou bien l'équipement, donc ça prend évidemment des gens pour assurer que les espèces ne soient pas mises en danger. La vérificatrice générale du Québec va finalement mener une enquête sur le fiasco de SACLIC plus d'1 an après le lancement chaotique de cette plateforme informatique. Et en plus, c'est pas facile encore aujourd'hui pour les employés de la SAC. C'est ce que nous dit le syndicat, en fait, parce que certains employés doivent justement utiliser à tous les jours de façon quotidienne ce nouveau système et s'attirer les foudres des clients mécontents, encore une fois. Il y a encore des difficultés. C'est les membres qui sont au bout de la ligne, les membres que je représente, qui subissent la colère des usagers à ce moment-là. Alors oui, il faut qu'on aille au fond des choses pour savoir ce qui s'est passé puis pour ne pas que ça se répète ailleurs au gouvernement. Si on se fie aux récentes données que nous a fournies le syndicat de la fonction publique, eh bien, c'est 180 000 personnes qui ont fréquenté une succursale de la SAC en avril 2024. C'est 40 000 personnes de plus qu'en avril 2023. C'est une tendance qui est à la hausse pour 2024 puisqu'on note une hausse d'achalandage de 10 % entre janvier et avril 2024. Il y a des gens qui ont encore de la difficulté avec les systèmes informatiques et qui doivent aller en succursale ou aller dans les points de service pour se faire aider parce que le système ne répond pas à la demande présentement. M. Daigle, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les ratés du système. Puis là, on parle de permis de conduire suspendu, mais il y a d'autres situations. On parle de remisage ou de déremisage. On parle de prélèvements automatiques bancaires qui ne se font, qui n'arrêtent pas. Diminution des heures de service dans une vingtaine de succursales de la Société de l'assurance automobile du Québec. Alma et Roberval devront s'adapter.
Bien, je crois que non, ils ne devraient pas baisser les heures, c'est sûr et certain. Puis on sait que ça clique, ça clique pas toujours bien. On va fermer des petits bureaux en région une journée où ce qui pensent qu'il y a moins d'achalandage pour que ces gens-là prêtent main forte là, au téléphone ou pour les gens qui ont de la misère à ça clique. Mais c'est de déplacer le problème d'une place vers un autre. Est-ce qu'on va passer des succursales d'1 jour à 2 jours, puis après ça, on demande au monde de prendre rendez-vous. Donc, tu sais, c'est pas ce qu'on veut offrir. Je veux dire, en tant que société, on a fait un choix, puis c'est d'offrir un service aux citoyens. Le gouvernement du Québec dit avoir presque atteint son objectif de transférer 5000 postes de fonctionnaires vers les régions du Québec 5 ans après avoir fait cette promesse. Mais selon le syndicat qui représente ses employés au Bas-Saint-Laurent, le constat est plus difficile à faire sur le terrain. On a des gens qui relèvent de directions régionales, mais qui restent pas en région. Ils sont ailleurs. Puis on a l'inverse aussi, puis c'est correct parce que, ça permet une meilleure mobilité aussi des gens là, qui voudraient changer d'emploi, là, tu sais. Mais 400, pour le Bas-Saint-Laurent, là, 462 emplois au total, là, je sais pas s'ils prennent où. Il y a quand même des emplois du secteur public qui ont été régionalisés, mais pas principalement dans les Hautes-Laurentides. C'était plus les Basses-Laurentides qui en ont profité. Monsieur Daigle, on a l'impression que la fonction publique, c'est une bonne job. Est-ce que c'est vrai que les fonctionnaires sont si riches qu'on pense? Non, c'est pas le cas. Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. On a des salaires qui sont pas si élevés que ça parce qu'on perd des gens tous les jours. Il y a des gens qui viennent pas travailler, il y a des gens qui partent du travail pour aller dans d'autres administrations publiques. Les municipalités payent mieux que nous, le fédéral paye mieux que nous, les universités payent mieux que nous également. La grande entreprise avec des jobs similaires paye mieux que nous aussi. Mais les conditions de travail, c'est pas seulement les salaires. Quand même, les fonctionnaires ont des bons avantages sociaux, non? Les avantages sociaux étaient bons il y a plusieurs années de ça, peut-être une dizaine, vingtaine d'années. On se fait rattraper par le privé présentement. Quand un fonctionnaire qui rentre à l'emploi a 4 semaines de vacances en partant, 20 jours de vacances. On donne ça maintenant dans le privé, 20 jours de vacances en rentrant, et même plus parfois. On a 10 jours de maladie par année. Ailleurs, on donne ça aussi. Le fonds de pension, c'est nous qui se le payons, le fonds de pension, nous-mêmes à mettre notre salaire, tant qu'on n'est pas rendu à la retraite. Et une fois que je suis rendu à la retraite, après 35 ans de service, c'est là, à ce moment-là, que l'employeur va mettre 50 % pour payer le reste. Québec n'embauchera plus personne de l'externe jusqu'à nouvel ordre. C'est le sacrifice à faire pour reprendre le contrôle des dépenses, dit le gouvernement. Bonsoir. Si vous aviez l'ambition d'être engagé dans la fonction publique d'ici les prochains mois, il faudra probablement modifier vos plans. Là, il y a un mot qui revient dans le vocabulaire, austérité. Les syndicats qualifient cette décision d'austérité, un retour en tout cas. Oui, et ils craignent que finalement des répercussions sur les citoyens soient inévitables. Ça peut être les dossiers de la SAAQ, qu'on sait des fois qu'ils peuvent prendre un peu de temps. Après ça, on a également les dossiers de la RAMQ, l'aide sociale, CNESST. Ce sont des diminutions de services là, qui sont à l'agenda parce que la commande de 1 milliard de récupération qui est demandée au réseau, ils ne sont pas capables de le faire sans réduction de services. La coupure, le non-recrutement va affecter directement les services à la population. C'est de l'austérité directement. On ne veut pas dire le mot, on cache le mot, mais c'est de l'austérité comme les libéraux ont fait à l'époque.